Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir donc à nouveau en direct de la mairie de Montpellier pour ce second direct spécial confinement avec Michaël Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole, et avec Nathalie Franc, qui est pédopsychiatre ce soir, puisque ce soir c'est une émission un petit peu spéciale. On va parler avec vous, avec le maire, avec Madame Franc, de l'école, des enfants, et de comment est-ce que tout ça, cette situation est vécue par les bambins, mais pas que par les bambins, puisque Montpellier, c'est aussi une ville étudiante. Et on va aussi avoir l'occasion, à la fin de cette émission, d'avoir un retour sur comment les étudiants de Montpellier vivent la situation aujourd'hui. Alors, Michaël Delafosse, je vais vous passer la parole tout de suite pour nous dire quelques mots. Mais avant toute chose, je vous propose de découvrir ce que les enfants nous ont dit, puisque nous sommes allés les rencontrer pour entendre leur regard sur la situation actuelle. Moi déjà, j'aime pas le corona. Je le déteste, le corona. Je veux qu'il parte. J'espère que oui, le corona va partir, ça va changer. Quand il va avoir marre de cette ville, il va partir, je crois. Ça me perturbe un peu. Ouais. Parce qu'on parle que de ça en ce moment. Voilà. J'aimais bien aussi l'ancien confinement parce que j'allais pas à l'école et je pouvais rester avec mes parents toute la journée. Je peux moins voir ma famille, mes amis ça va. Je vais pas pouvoir aller à l'anniversaire de ma cousine. Quand même ça me triste de pas le fêter avec elle. Avec mes copains, on se dit quand même c'est un petit peu bizarre cette histoire de coronavirus. J'ai peur moi un petit peu quand même que je le chope, que je le donne à papa, maman, papy, mamie. Ça me choque de voir tout le monde masqué, tous mes copains masqués, moi aussi masqué, donc c'est un petit peu bizarre quand même. En fait, ils ont fait ça parce que je pense que c'est pour nous protéger, pour protéger les autres du Covid. Le premier confinement, c'était déjà pénible. C'était un peu galère parce que les parents, ils n'ont pas la même façon d'expliquer que les profs. Et pour eux, c'est plus compliqué. Du coup, des fois, on ne comprenait pas très bien ce qu'ils disaient et on s'énervait un peu. Le maître, j'ai été dans sa classe l'année dernière. Du coup, je sais comment il fonctionne. J'ai l'habitude de lui. Je sais ce qu'on fait chaque jour. C'est plus simple pour pouvoir apprendre. Je pense que j'aime pas trop le changement, je préfère avant le confinement. Avant, dès que je finissais l'école, je sortais directement au parc près de chez moi et au stade on jouait. Mais là on peut sortir que les mercredis, samedi et dimanche. Parce que je peux plus trop jouer avec mes copines. Des fois, j'ai plus envie d'aller à l'école à cause de ça. J'étais très contente de revenir à l'école parce que j'ai retrouvé toutes mes copines et mes copains. Il y a quelques travails, mais on avait continué le travail pendant le confinement. Je pense qu'il va partir et que ça va. Au moins pour Noël, on va peut-être être déconfinés pour aller voir les papis et mamies ou fêter Noël ensemble. J'y crois. Elle y croit vraiment, vraiment. Bientôt, je sais vraiment pas. Mais en tout cas, moi, j'y crois qu'on va y sortir. Que je me dis, il y a des gens, ils commencent à prendre conscience que le Covid, c'est vraiment triste. Et que le Covid, ça commence à ravager le monde. Ils se disent, c'est vrai, ok, à cause du Covid, je vais rester plus à la maison, faire du télétravail, par exemple. Et donc, en fait, de penser à des choses qui pourraient faire moins de dégâts à cause du Covid. Michaël Delafosse, vous êtes le maire de cette ville. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces tout jeunes concitoyens et habitants? D'abord, je voudrais dire à tous ces enfants, Farid, François, Anna, Mélia, Adam, Ève, Lina et Capucine, que je suis très fier d'être le maire de Montpellier, de voir ces jeunes enfants qui parlent avec autant de maturité, de réflexion. Bravo à vous, parce que voilà, vous participez au débat dans notre ville sur cette situation qui se pose à Montpellier, mais partout en France et dans le monde. Et vos réflexions d'enfants, elles nous inspirent. J'ai entendu des choses très fortes de votre part, l'envie de voir papy, mamie à Noël,
le plaisir de se retrouver en copain, avec les copains. Que les parents, c'est pas tout à fait pareil que les profs quand ils font les cours. Et oui, professeur, c'est être un métier. Et donc, ce soir, vos discussions que vous avez visiblement pendant les cours de récréation, on doit aussi les avoir entre nous, les adultes, pour savoir comment Montpellier fonctionne pendant le confinement et comment nous vous assurons les meilleures conditions possibles pour être à l'école, être en classe. Et c'est un enjeu, parce qu'il y a des enjeux de préoccupation pour vos parents, des enjeux de préoccupation pour vos professeurs. Et évidemment, le maire que je suis est très préoccupé pour faire en sorte que vous puissiez passer la meilleure année scolaire possible. Voilà, continuer à jouer avec les copains, continuer à apprendre dans les meilleures conditions. Et donc là, tous les lundis, par Facebook, le réseau social qu'utilisent beaucoup les grands, vous n'avez pas encore trop l'âge, nous discutons avec les habitants pour essayer avec les Montpelliérains et les Montpelliéraines pour essayer de répondre à leurs questions, et puis on va essayer de répondre aussi à vos questions. Vous l'avez dit, monsieur le maire, ce soir on va parler de la situation des enfants, aussi celle des parents, on est allé les voir. On est allé voir aussi comment ça se passait dans les écoles. On a un directeur d'école qui nous a expliqué un petit peu comment tout ça a évolué. Je vois déjà des premières questions sur Facebook. N'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Évidemment, Arthur, Alf, on va parler de la situation dans les écoles maternelles, bien sûr. Mais avant de continuer, Nathalie Franck. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes pédopsychiatre. J'imagine que des témoignages comme ceux que nous venons d'entendre de la part des enfants, vous en entendez beaucoup. Qu'est-ce que cette situation que nous vivons aujourd'hui, elle a de particulier ? Je crois que c'est une situation exceptionnelle pour nous, pédopsychiatres. Alors là, on est sur une période en plus qui fait suite au premier confinement, qui avait déjà été un peu une onde de choc pour les familles, pour les enfants, avec cette privation d'école qui a duré bien longtemps. Un certain nombre d'enfants ne sont même pas retournés en classe avant les grandes vacances, on va dire. Et donc, il y en a qui ont eu une période de 6 mois quasiment sans scolarité, ce qui était complètement inédit. Et donc, cette rentrée de septembre a été très particulière pour nous dans les services de pédopsychiatrie. Donc, je parle au CHU de Montpellier, mais je sais que nos collègues en France ont partagé la même onde de choc, je dirais, c'est-à-dire une accumulation de demandes de consultation, de problématiques nouvelles liées à cette reprise. Je dirais que peut-être au début du confinement, du premier confinement, la période a été assez calme. En fait, d'abord, les personnes n'osaient pas trop, les parents n'osaient pas trop consulter, venir vers l'hôpital, on n'osait pas trop se déplacer, et c'était quelque chose de très nouveau. Puis, on a senti quand même une reprise des demandes quand le confinement était en train de se terminer. Et là, cette rentrée est quand même un nouveau défi, parce que c'est un peu ce qu'ils disent d'ailleurs. Il y a des enfants qui comparent le deuxième confinement au premier, quelque part c'est un peu pareil qu'avant pour eux puisqu'ils sont en classe, et ça c'est extrêmement positif, je crois, mais il y a plein de choses qui ont changé dans leur vie quotidienne en fait. C'est à la fois pareil et différent, et donc il faut aussi composer avec une nouvelle réalité, avec leurs interrogations qu'on voit bien dans les petits témoignages qui sont légitimes, mais malheureusement on n'a pas forcément toutes les réponses non plus en tant qu'adulte, donc c'est pour ça que je pense qu'on va échanger là-dessus. Parmi les questions qui sont montées avant le direct par mail, parce que je rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions en amont par mail, il y avait eu une question qui était, mais comment est-ce qu'on leur explique aux enfants le revirement de situation? Parce qu'on leur a dit pendant un moment qu'ils risquaient rien, puis maintenant on leur dit mettez vraiment un masque parce que... comment on leur explique tout ça? On peut leur expliquer? Alors on fait comme on peut, on navigue un peu, je dirais, au fil de l'eau, et comme ça a été pour les adultes, on a aussi eu des discours qui ont pu être contradictoires, donc on a dû composer avec ça. Ils ont bien, je pense, perçu aussi cette instabilité quand on leur disait non mais c'est pas la peine de mettre des masques, et puis après finalement tout le monde en a mis, puis c'est devenu obligatoire, et puis donc il y a eu déjà ça, ils ont pu le percevoir, parce que là on parle des enfants, mais les enfants, on le voit d'ailleurs dans vos petits témoignages, c'est d'abord un peu les porte-paroles des parents, c'est-à-dire que l'ambiance, tout ce qui est véhiculé à la maison, c'est ça aussi qui
qu'ils vont percevoir. Et pour expliquer les choses, bon, c'est vrai qu'il y a cette histoire de masque où finalement on leur dit aujourd'hui de mettre des masques à l'école primaire alors que ce n'était pas le cas en septembre. Mais pour le reste, ce qui n'a pas changé quand même, c'est qu'eux ne sont pas très à risque d'avoir des formes sévères de la maladie. Donc ça, c'est quand même, là-dessus, ça n'a pas trop varié. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est sécurisant pour les enfants et aussi pour les parents, parce que malgré tout, on a pu avoir des doutes à un moment donné, mais ça reste une donnée qui a été assez stable. Maintenant, ce qui est plus discuté, c'est sur leur part dans le côté contagion, etc. Mais ça, je crois que c'est des choses qu'on peut expliquer. Et évidemment, les discussions ne sont pas les mêmes quand il y a des facteurs de risque dans les familles ou quand il n'y en a pas, quand il y a des contacts avec les grands-parents ou pas. Et ça, je crois qu'on l'entend, dans certains témoignages, on entend cette anxiété sur mais moi, j'ai peur de le transmettre, j'ai peur de voir mes grands-parents. Mais ça, c'est aussi selon les configurations de chaque famille. Je pense qu'on peut les rassurer sur le fait qu'ils n'ont pas de risque de développer des formes graves et après qu'il faut faire attention pour le reste. Monsieur le maire, je peux dire que votre masque fait énormément de jaloux et fait beaucoup parler sur Facebook. Beaucoup de gens d'ailleurs qui disent qu'il faudrait que les professeurs aient le même de manière à ce que les enfants puissent lire, puissent entendre. C'est des questions qui étaient remontées déjà sur le mail auparavant. Comment on fait pour interagir? Je vais peut-être vous poser, vous êtes professeur à côté. Comment ça se passe? Parce qu'on a parlé des écoles. Comment ça se passe pour les enseignants, pour les collégiens? Vous avez des retours dessus? D'abord, le masque que je porte est un masque pour les personnes en situation de déficience auditive. Et d'ailleurs, ce Facebook Live est traduit en langue des signes pour assurer que le débat démocratique soit accès à tous. Et la métropole, aujourd'hui, vient de voter l'acquisition de masques auprès de toutes les associations qui œuvrent auprès de ce public. Et je voulais le porter comme aussi une forme d'engagement. J'ai fait remonter l'idée à l'Éducation nationale que ce serait bien d'en doter les professeurs, puisque moi-même j'enseigne encore un petit peu, à côté de ma fonction de maire. Moi, je voudrais dire une chose, c'est d'ailleurs les enfants l'ont bien dit. Globalement, ils sont contents de se retrouver à l'école, même si c'est un petit peu l'école différemment de la précédente rentrée scolaire. Et quand avec Madame Dombrecoste, adjointe aux écoles, on a fait le tour le jour de la rentrée des classes, tous les enfants étaient ravis de se retrouver. Et pour nous, ça a été un enjeu. Assurer la possibilité d'accueillir tous les enfants pour pas qu'ils ne soient privés de l'éducation. Moi, je suis professeur en collège. Le confinement du 16 mars jusqu'au mois de juin, puisque certains enfants ne sont pas revenus, a laissé des séquelles. Parce que même si les parents se sont beaucoup impliqués aux côtés de leurs enfants pour faire le travail, ce n'était pas des devoirs, c'était le travail, c'est difficile. Et aujourd'hui, on doit tout faire pour empêcher que cette génération d'élèves, que ce soit en primaire ou au collège ou au lycée, soit impactée du point de vue de sa progression dans l'acquisition des savoirs, des savoir-être et des connaissances, d'où l'importance que l'école soit ouverte, même si c'est difficile, parce que la pandémie, il se trouve que des adultes sont cas contact, que ça rend difficile les conditions d'exercice professionnel des enseignants, des personnels, j'imagine que nous en parlerons. Mais moi, je voudrais saluer l'extrême mobilisation de tous les agents qui essayent, dans ces circonstances tellement difficiles, tellement inédites, d'accueillir les enfants pour que tout simplement ils profitent du droit à l'éducation et qu'ils n'accumulent pas des handicaps du point de vue de l'acquisition de leurs connaissances. C'est un enjeu essentiel pour nous tous, en tant que parents, en tant que professeurs et pour le pays. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'il y ait de retard scolaire à cause de la Covid. Déjà que ce virus nous fait beaucoup de mal, avec le nombre de décès, beaucoup d'impact sur le plan économique. Il faut protéger cette génération. Je tiens vraiment à rebondir sur ce que vous dites parce que c'est vraiment primordial que les enfants puissent retourner en classe. Il y a des données qui sont en train de sortir au niveau national et européen sur l'augmentation de la maltraitance pendant la période de confinement, c'est-à-dire est directement relié au fait que les enfants sont non-stop en famille, parce qu'il faut quand même bien reconnaître que c'est difficile aussi
d'être parent non-stop, sans coupure, sans pouvoir sortir, etc. Et que dans les familles où il y avait des vulnérabilités, ça a fait monter, et les chiffres sont en train de sortir, et c'est vraiment une des préoccupations qu'on a par rapport à tout ça. Donc il y a la continuité du savoir, mais il y a aussi simplement ces aspects de prévention. Et puis peut-être aussi, vous avez parlé du savoir-être. C'est vrai qu'il y a le côté scolaire, et puis il y a le fait d'avoir un rythme, et ça a été quelque chose de très compliqué. Et on voit que beaucoup ont du mal à reprendre le train, on va dire, qui vient de redémarrer, parce que après une longue période de déscolarisation, d'écran, de jeux vidéo, c'est plus compliqué de repartir sur des rythmes de base. Et c'est un des enjeux principaux de cette rentrée, au-delà des acquisitions scolaires, je dirais, c'est de pouvoir se remettre dans le mouvement scolaire, en fait. Alors, ces questions de rythme, vous en avez parlé, elles renvoient à la question de comment est-ce que ça se passe entre l'école et la maison. On est allé voir les parents. Visiblement, ça n'a pas été tous les jours facile pendant le confinement, le premier. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit à propos du deuxième confinement? Je vous propose de le découvrir ensemble. Il y a des règles qui sont instaurées, donc se laver les mains avant quand on arrive en classe, la distanciation entre les élèves, mais après, à leur âge, ça reste compliqué à surveiller, à vérifier tout le temps. On est obligé de faire confiance et de se baser sur la bonne foi des enseignants et les enseignants sur les parents, parce que si on ne se fait pas confiance mutuellement, c'est déjà que c'est compliqué, ce ne sera pas possible. Au début, à l'école, comme primaire, les enfants ne mettent pas le masque. Et pour moi, j'étais un peu inquiétée, c'est la vérité. Ouais. Et maintenant, depuis mes deux garçons, ils mettent le masque, ça va. Ils sont toujours contents d'aller à l'école. Ça, c'est la réussite de la France aussi. Hein. Les enfants, ils aiment beaucoup l'école. Là, finalement, tout se fait au portail. Via les ATSEM, on fait la queue avec tout le monde, et c'est un peu on arrache les enfants des bras de certains parents. J'ai une petite fille, notamment en maternelle, qui est assez sensible aux séparations depuis qu'elle est en petite section. Elle est beaucoup plus qu'avant à nous dire qu'elle ne veut pas aller à l'école, qu'elle ne veut pas aller à la cantine. Je récupère mon fils de 8 ans tous les midis pour le faire manger à la maison, pour qu'il n'encombre pas, entre guillemets, la cantine. Donc pour moi, ça a un impact sur mon organisation familiale et surtout professionnelle. Je suis surtout très très solidaire avec les équipes scolaires et périscolaires, parce que je sais que pour eux c'est très difficile. Il y a un manque de personnel au niveau du périscolaire, il n'y a pas assez d'animateurs, il n'y a pas assez d'ATSEM. J'essaye de jouer le jeu par solidarité, aussi avec les familles qui n'ont pas le choix de laisser leurs enfants à la cantine. Ce qui a changé, et c'est plutôt une bonne chose, c'est qu'ils vont à l'école. Donc eux, ça leur rythme la journée. Et puis ils sont encadrés par des professionnels, et c'est quand même mieux, quoi. On l'a vu là sur le premier confinement, c'est pas... Bon, ils sont petits, donc je peux encore leur faire la classe, mais c'est pas... Voilà, c'est le côté pédagogue, la patience, trouver d'autres manières de leur expliquer les choses. C'est un métier. Au début, on a contre aller à l'école. Mais ça se passe pas bien. Les cours et les études, c'est bien pour les enfants. Ah oui, oui. Parce que rester à la maison, c'est pas bien. Pour surveiller, pour continuer les devoirs, non. C'est difficile pour nous. Comme, pour moi, c'est difficile. Mon fils Victor, comment il le vit? Il est assez actif. Et là, il manque beaucoup d'activités. C'est-à-dire qu'avant, il allait au judo, il allait faire du BMX, il allait faire de la natation, il allait faire plein d'activités qu'il ne peut plus faire. Toute l'énergie qu'il dépensait dans tous ces trucs-là, il ne peut plus la dépenser. On fait une croix sur pas mal de choses. Moi, le mercredi, je ne travaille plus puisque je m'occupe du petit. Quand la rentrée a eu lieu, c'est vrai que le soir, je l'ai retrouvée. Elle était complètement abasourdie de sa journée. Le fait d'avoir porté le masque quand même pendant 8 heures, c'est vrai qu'elle ne l'a pas très bien vécu. Puis maintenant, elle s'est complètement habituée au port du masque. Il ne faudrait pas aussi qu'entre les enfants, ça crée une certaine distance et qu'ils commencent aussi à rentrer dans une parano qui n'a pas vraiment besoin d'être là. J'aimerais bien connaître plus précisément, on va dire, les règles et les mesures qu'ils ont prises dans les écoles pour qu'on soit tranquille. On ne sait pas s'il y a des cas à l'école, on ne sait même pas s'il y en a eu, s'il n'y en a pas eu. On ne sait pas si quand il y en a eu, est-ce qu'ils ont pris des mesures ou non. Donc voilà, au maire, moi ce que j'aimerais demander, c'est est-ce qu'on peut avoir un contact concernant la situation et savoir ce qui se passe réellement dans notre école, de façon qu'on puisse être rassuré.
Ce que j'ai envie de demander à Monsieur le maire, peut-être qu'on donne un petit peu plus de moyens au niveau des écoles. On ne sait pas comment ça va être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Mais s'il y a d'autres demandes au niveau des écoles à mettre d'autres choses en place, il faut que les moyens soient quand même apportés. J'attends de lui donc qu'il soit à l'écoute des directeurs et des directrices, c'est eux qui sont au plus près des parents, c'est eux qui sont plus près des enfants. Et il devrait vraiment prendre du temps pour écouter ce qu'ils ont à lui dire. C'est eux qui créent le lien entre lui et nous. Comment vous envisagez les solutions pour pouvoir recruter massivement du personnel pour encadrer les enfants au niveau du périscolaire des écoles de façon à ce que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions, sans surcharge de travail et sans stress pour un accueil qui soit optimisé de nos enfants. Est-ce que les gens veulent postuler dans ce genre d'emploi aussi par rapport à cette crise? Est-ce que c'est vrai que c'est mitigé, Est-ce qu'on les personnes se disent je tiens à mes proches, je tiens à ma sécurité, est-ce que je vais faire courir ce risque-là pour ma famille, pour moi et pour mon entourage? Monsieur le maire, cette question beaucoup de questions qui sont beaucoup revenues déjà dans la première partie du live et sur le mail en amont. Il est vrai que nous sommes confrontés à d'importants problèmes d'absence dans les écoles. Je ne peux pas le nier et ce problème ne date pas d'hier. Dans ma prise de fonction, le jour de la rentrée scolaire, il y avait un taux déjà anormalement élevé d'adultes absents de l'école. Et là, avec la seconde vague de Covid, ce taux s'est accru. Et donc, il y a eu des gens qui étaient cas contact, il y a des gens qui ont été malades. Et donc, ça a créé des situations très difficiles dans les écoles, et en particulier pour les directeurs d'école qui, parfois, ont dû faire front, doubler leurs tâches de travail, ou les agents qui étaient présents. Face à cette situation, qui n'est pas satisfaisante pour les parents et pour les personnels, et je l'entends tout à fait. Plusieurs choix s'offrent à nous. Il y a des métropoles, comme celle de Grenoble, ça a été son choix, qui a dit nous, on demande aux familles de n'accueillir à la cantine que 3 jours sur 4. Pour moi, ça, c'est inconcevable. Il faut accueillir les enfants tous les jours si les parents travaillent, même si il y a une maman qui a dit moi, je veux aider. Madame, je vous salue, mais il faut que ce que vous faites soit l'exception et ça ne devienne pas la règle. Donc on s'efforce d'assurer la continuité du service, et donc nous recrutons chaque fois qu'il y a des gens qui sont absents parce que cas contact, parce que personne malade, et donc nous faisons appel à des vacataires. Nous avons recours à l'intérim pour assurer la continuité du service et surtout pour venir conforter les agents qui sont présents. Je le dis, nous avons même du mal à trouver des ATSEM sur le marché de l'emploi. Alors je lance un appel. Si des gens ont le CAP petite enfance, je le dis, pas de gens qui n'ont pas le CAP petite enfance, parce qu'il en va de la qualité des personnes qui encadrent, eh bien il ne faut pas hésiter à nous faire signe. Voilà, parce que dès qu'on peut, on recrute pour assurer... On vous fait signe comment? En écrivant à la mairie. Sur le site, vous vous emparez de n'importe quel mail à la mairie, contact@ville-montpellier.fr pour postuler. Ça peut donner cette opportunité-là. Après, je dois nous dire collectivement que dans cette crise, il y a les écoles et il y a d'autres services qui sont impactés par la Covid-19. D'ailleurs, vous-même, dans vos environnements professionnels, parfois, il y a des collègues qui sont absents. Madame, au CHU, on est confronté à des personnels qui sont cas contact. Donc, on ne peut pas, je le déplore, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont. C'est difficile pour nous d'avoir un service optimum dans ce contexte. Et, comme je l'ai dit en début, nous avons quelques réformes ressources humaines à opérer dans le service éducation, parce que nous sommes confrontés de longue date à un absentéisme structurellement important. Je le dis, c'est un défi pour nous, ce sera d'ailleurs l'un des défis de mon mandat. Donc ce problème, plus la crise du Covid-19, ça rend les choses difficiles. Mais on est mobilisé, on recrute autant que possible,
Et je veux remercier ici les personnels qui s'impliquent souvent au-delà pour pouvoir accueillir au mieux les enfants. Je préfère vous tenir ce langage de franchise face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. On a eu plusieurs réactions sur le chat parlant du rôle des associations, notamment tutorat, union de parents. On va avoir dans quelques instants monsieur Kamel Bara, responsable de l'association Les 4 Chemins en Skype. Mais avant ça, Madame Franc, les parents qu'on vient d'entendre, vous les trouvez comment? Et ceux avec lesquels vous avez l'occasion d'en discuter, de les recevoir, vous les trouvez sereins ou un peu paniqués par ce qui est en train de se passer? Ça dépend à quel niveau, mais moi je dirais que, en tout cas dans les parents qui sont intervenus là, ce qu'on retrouve bien, c'est que chaque parent est quand même bien convaincu que la place de son enfant est à l'école, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont tous dit, finalement rester à la maison, on voit bien que c'est pas une bonne chose. Peut-être au début, ça permettait de repasser du temps en famille, etc. Il pouvait y avoir les toutes premières semaines du premier confinement, quelque chose de positif. C'est nous ce qui est d'ailleurs ressorti de pas mal de familles qui nous ont dit voilà, c'est une occasion de passer du temps ensemble. Là on voit bien que tout le monde est d'accord pour dire leur place est à l'école. Après j'ai vu qu'il y avait ces questionnements sur le masque, et je trouve que le masque chez les enfants, et c'est un peu l'impression que j'ai moi en consultation, c'est plutôt bien accueilli quand même, et ça pose pas tant de problèmes que ça. Et je vois pour les enfants qu'on voit en consultation, on a mis en place les mêmes règles que celles de l'éducation nationale. Donc à partir de 6 ans, on demande aux enfants de venir masquer en consultation. Et finalement, même ceux qui peuvent avoir des difficultés à accepter certaines frustrations, etc., je dirais que ça se passe quand même bien. Et je crois que les parents étaient plus rassurés qu'inquiets par le masque. Et c'est un peu l'impression qu'on a aussi. Donc les parents s'adaptent au fil des informations, quoi, mais je crois que c'est un peu ça qu'on a aussi. Alors on me dit que Kamel Bara est en ligne avec nous. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui. Donc Kamel Bara, responsable de l'association Les 4 Chemins. Donc en gros, votre association, Monsieur Bara, vous aidez les enfants en difficulté scolaire. Ça se passe comment en ce moment pour votre activité? Il y a beaucoup d'inquiétudes sur les effets du confinement. Comment vous vivez votre intervention et la situation en ce moment dans le quartier dans lequel vous travaillez et dans la ville en général? Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je retourne là. Ouais. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que on a mis en place des actions autour de la réussite éducative, donc pour accompagner les enfants à faire leurs devoirs. Et donc avec le confinement, on s'est retrouvé face à une situation où on n'avait plus d'enfants à accueillir à l'association, mais on a remarqué qu'il y avait quand même un besoin. Donc lors du premier confinement, il y avait des enfants qui étaient en connexion avec l'école. Et le gouvernement a mis en place une réserve civique pour Covid-19 de toute la France, de participer fort au niveau du confinement. Donc du coup, nous on a eu l'idée de mettre en place de l'accompagnement scolaire en visio. Donc voilà, donc c'était une façon de maintenir la continuité pédagogique, tout en respectant la mesure sanitaire qui demandait aux personnes de rester confinées à la maison. Ça, c'était au mois de mars. Ensuite, les enfants, le confinement s'est terminé, les enfants ont pu retourner à l'école, et nous, à notre action principale, c'est-à-dire que de recevoir les enfants à l'école, à l'association, pardon, les écoliers, puisque nous, on s'adresse aux enfants qui sont du CP jusqu'à la 5e. Et en fait, on leur mettait à disposition donc les moyens de l'association pour les aider à faire leurs devoirs, avec des animateurs bénévoles de l'association qui les accompagnaient justement que dans l'aide aux devoirs. Hein, c'était pas du soutien scolaire. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu à nouveau le reconfinement. Le confinement donc, nous a amené à plus recevoir les enfants à l'association, mais ces derniers étaient quand même scolarisés, donc ils suivaient quand même leur programme scolaire à l'école, ils se rendaient à l'école. Par contre, l'aide aux devoirs qui était nécessaire n'était plus assurée à l'association. Donc du coup, on a relancé cette action via le tutorat en visio.
Voilà, donc on s'est adapté, on a perdu quelques jours le temps de mettre ça en place parce que c'était pas prévu d'abord le confinement. On a des gens nouveaux qui se sont inscrits sur la réserve civique Covid-19 pour donner de leur temps pour des enfants, voilà. Et du coup, on a fait une mise en relation entre ces personnes et les enfants via oui. Il y a plusieurs parents qui disent, notamment Marie-Pierre Lal sur le chat, qui dit des parents sont prêts à aider momentanément. Cela pourrait-il s'envisager sur le périscolaire, même si ça ne doit pas devenir la règle. Mais comment est-ce que ces parents-là font? Est-ce qu'ils s'adressent à vous directement? Est-ce qu'ils passent par la mairie? Qu'il y a plein d'associations, j'imagine, en contact. Comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs possibilités, mais il y en a une qui est simple. Donc, la première possibilité, c'est d'essayer de nous contacter via notre compte Facebook. On a un compte Facebook, Les 4 Chemins, qui est très actif. C'est une interface assez sympa pour échanger avec les gens, un peu plus que le téléphone. Ensuite, tout simplement, on est inscrit dans la réserve civique avec la mission J'aide les enfants à faire leurs devoirs. Il suffit juste de rejoindre la réserve civique, s'inscrire. Nous, on reçoit un mail qui confirme la demande de participation à la mission d'intérêt général qui est l'aide aux devoirs. Et ensuite, on valide. Alors, ce qui est intéressant au niveau de cette réserve, c'est que avec le confinement, ça nous autorise aussi à nous déplacer pour nous rencontrer à l'assaut, pour peaufiner le mode de travail, expliquer, etc. Mais le mieux, c'est de passer quand même par la réserve civique en retrouvant l'association Les 4 Chemins sur Montpellier. Et dans l'une des missions qu'on propose, c'est j'aide les enfants à faire leurs devoirs. Merci beaucoup. Je vais proposer à Nathalie Franck et à Monsieur le maire une réaction. Dans ces situations-là, vous avez l'impression qu'un peu tout le monde se serre les coudes. Il n'y a pas un risque d'improvisation? Je ne sais pas si c'est un risque, parce que là, le fait qu'ils aient pu rebondir rapidement pour passer sur du distanciel, c'est super justement, parce qu'on voit bien à quel point les enjeux scolaires sont compliqués en ce moment avec tout ce qui s'est passé. Donc oui, ils ont dû réagir vite, mais au contraire, moi je trouve que c'est en quelques jours, ils ont pu se repasser en visio. C'est formidable. Enfin, ce type de démarche, c'est vraiment très utile, parce que nous, on le dit souvent de notre place, comme on travaille beaucoup avec des enfants qui ont des troubles des apprentissages, les parents sont souvent les plus mal placés pour faire les devoirs à leurs enfants. Donc, quand il y a ce type d'initiative, évidemment, on est très... et qu'on peut adresser les familles, c'est un grand soulagement, parce que faire les devoirs, c'est rarement une partie de plaisir, je dirais, à la base, et surtout quand il y a des troubles spécifiques par-dessus. Et pour les parents, ce sont des moments de tension émotionnelle, et vraiment, on les a mis à une place d'enseignants pendant des mois, avec des impacts, je pense, au niveau relationnel et affectif. Nous, on a plutôt conseillé d'ailleurs aux parents de lâcher prise, en fait, hein, même si scolairement, c'était peut-être pas la meilleure solution, mais quand il y avait trop de difficultés, on leur a dit là, la priorité, c'est votre relation avec votre enfant, c'est pas d'avancer dans le travail scolaire. Ça, je parle vraiment du premier confinement. Donc, toutes ces démarches, c'est hyper important pour les parents. Moi, je suis ravie de ce type d'association, enfin, évidemment. Oui, c'est extrêmement important. D'abord, bravo à l'association des 4 Chemins qui était dans le quotidien Midi Libre à l'honneur et à juste titre pour cet engagement, notamment lors du premier confinement où plus personne ne savait trop comment s'organiser. Du côté de la ville de Montpellier, c'était un de mes engagements de campagne électorale, et donc il est fait pour être mis en œuvre. Nous avons déployé une offre de soutien scolaire, public, laïque et gratuite, dans le cadre de l'école, qui est assurée par des professeurs des écoles, et qui commence à se mettre en place depuis les dernières vacances de la Toussaint, dans l'ensemble des écoles de la ville, pour pouvoir à la fois aider des enfants qui seraient en situation qui auraient quelques difficultés, faire un peu de remédiation, et les aider aussi aux devoirs. Ici, apprendre une poésie, là, l'exercice de calcul, l'exercice de géographie, pour que, justement, les parents puissent être soulagés de cela, que certains parents n'aient pas recours à des structures privées où souvent ils payent, et ils payent cher. Et donc, voilà la disposition que nous avons prise. Parce que l'un des enjeux qui m'anime en tant que maire, c'est de faire en sorte d'aider au maximum les familles à la réussite des enfants et qu'ils soient bien à l'école. Je voudrais prendre une autre mesure qui est importante
pour certains, le coût de la cantine était un obstacle à ce que les enfants soient à la cantine scolaire. Et on a mis en place un tarif pour les familles les plus modestes, souvent des femmes seules avec enfants, à 50 centimes d'euros. Eh bien, il y a 2000 foyers montpelliérains qui bénéficient de ce tarif. Et donc, ça permet d'assurer aux enfants la possibilité de manger à la cantine, d'une part, et d'autre part, les activités de jeu qui peuvent être proposées dans le cadre de cette pause méridienne. C'est extrêmement important. Et madame, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Parce que être parent, dans ces circonstances, c'est pas simple. Ou ce que disait M. Puy-Ségur tout à l'heure, quand on a tout le temps un enfant, on doit être capable de fixer une relation. Et l'école, là, joue un rôle très important, la socialisation, le lieu des apprentissages. Et parfois, comme on ne peut pas faire les devoirs à la maison pour 1000 raisons, il ne s'agit pas de faire le moindre reproche, nous, on a voulu mettre en place ce soutien scolaire qui vient compléter le travail remarquable des associations, comme l'association des Quatre Chemins, comme l'association Essor, comme tout un certain nombre d'acteurs. Et à terme, j'espère l'année prochaine, ce soutien scolaire, il sera dans les médiathèques, dans les maisons pour tous, dans les lieux où on pourra aller lire des livres et laisser ses enfants dans le cadre du soutien scolaire pour qu'ils puissent faire l'aide aux devoirs. Alors, il y a plusieurs questions qui étaient remontées, et plusieurs réactions insistantes sur le chat, notamment sur, OK, on a parlé des ATSEM, mais il n'y a pas que les ATSEM, il y a aussi les personnels de cantine, il y a les personnels de ménage, et aussi il y a un manque de place. On entendait cette dame, j'ai plus son nom là à l'instant tout de suite, je suis désolé, dans le reportage de tout à l'heure, qui disait, moi je prends mon enfant à la maison, ça me perturbe, mais au moins comme ça je fais un petit peu de place à la cantine pour les autres. Comment on s'organise pour ça? C'est le protocole sanitaire qui a été proposé par le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire par la rue de Grenelle, à l'ensemble des écoles de France, eh bien, s'applique si possible. Et on aime bien la nuance du si possible. Et les écoles de Montpellier, qui ont été construites au fil des décennies, n'ont pas été pensées, et pour cause, jamais nous n'imaginions que nous allons vivre un épisode pareil, selon les principes de distanciation physique. Donc, autant que possible, les directeurs d'école essayent d'organiser les choses. J'entendais tout à l'heure ce papa qui disait « mais c'est dur, ma petite fille est en maternelle, le moment de la séparation est pas simple ». Voilà, c'est sûr que là, on vit une situation qui est extrêmement particulière et à laquelle tous les personnels essayent de faire au mieux à l'entrée des écoles, dans les écoles. Mais si on veut pouvoir tout concilier, je le dis, ça va paraître insurmontable. Regardons ce qui s'est passé pour les lycéens. Ceux qui ont des élèves je parle comme un prof, excusez-moi. Ceux qui ont des enfants en classe de seconde, qui donc découvrent le lycée là en ce moment. C'est un trimestre important. C'est 1 semaine sur 2 les cours. Est-ce que nous aurions souhaité pour les écoles 1 semaine sur 2? Donc, tout le monde essaye de faire au mieux pour accueillir les enfants, respecter les gestes barrières. Et d'ailleurs, on constate que les enfants s'y prêtent du mieux possible. Moi, quand je suis allé visiter des classes au début pas du confinement encore, du couvre-feu, j'interrogeais les enfants. Ils savaient tous qu'il fallait se laver les mains systématiquement, pourquoi il fallait porter le masque et comment il fallait tenir la distanciation. J'étais impressionné. Je dis, mais venez m'aider à raconter ça à certains jeunes étudiants qui, eux, ne font pas forcément attention et qui participent, hélas, à la circulation du virus. Justement, on est allé à l'école élémentaire Heidelberg, rencontrer Philippe Barbera, le directeur, qui nous a expliqué en quelques mots comment ça se passait et quel était son ressenti de la période que nous vivons actuellement. Je vous propose de découvrir. Je l'ai trouvé assez épatant. Découvrir le lundi 2 novembre qu'on va rentrer dans la cour, qu'on ne va pas aller se mettre en rang comme d'habitude, mais juste parce qu'il y a un petit mot d'un enseignant au portail qui dit ben, « aujourd'hui tu vas te laver les mains et tu vas directement dans ta classe tout seul, tu vas dans l'escalier tout seul ». Faire ça un jour de reprise de l'école et qu'on a juste dit au portail le matin à 8h20 qu'il faut le faire parce que c'est bien,
et que ça marche, ça montre quand même que les enfants sont capables de s'adapter rapidement. Un confinement pour des élèves de CP, quand on a besoin de passer beaucoup par l'oral, quand on a besoin de faire beaucoup de phonologie, quand on a besoin de faire beaucoup de manipulation, comment on fait pour faire tout ça à distance? Il y a eu une part de décrochage en CP. Pour les élèves qui ont décroché, qui reviennent à l'école et qui ont du retard, ben là, avec le temps, avec les remédiations en classe, on retrouve un niveau en quelques mois. On ne percevait peut-être pas le numérique éducatif au point où on a pu le découvrir pendant la période de confinement. Je suis curieux de ça, mais en même temps, on est en train de fabriquer des grands écarts. Je n'oublie pas les petits décrocheurs. Voilà une classe de CP. Ce matin, j'ai eu un échange avec un papa qui est personnel soignant, qui a très peur de la maladie. Il craignait que son enfant revienne à la maison en étant malade, Covid positif, qu'ensuite la famille soit contaminée, qu'ensuite il ne puisse plus aller au travail, qu'il perde son travail. Ce que je peux promettre, c'est qu'on met tout en œuvre pour réduire le risque. Et sur la question qui l'inquiétait de l'hygiène, je lui ai expliqué. Donc ça, le papa ne le savait pas. Et ça l'a rassuré. Il faut être capable de s'adapter très rapidement, déployer encore plus de patience, encore plus de bienveillance, si on peut dire, que par le passé. Parce qu'il en va de la stabilité d'une équipe, il en va de la stabilité d'une famille. Donc mon grand-père, il était républicain espagnol. Donc l'éducation, c'est une valeur importante dans ma famille depuis que je suis né. Quand on parle de valeurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à Samuel Paty. Le modèle républicain, notre principe de laïcité, moi je prends. Ben voilà, tout est dit. L'engagement des professeurs pour faire en sorte qu'on puisse accueillir du mieux possible les enfants et qu'on essaye d'aider chaque enfant à réussir à l'école, malgré le Covid-19, malgré la crise sanitaire. Et ce témoignage de M. Barbera, qui est un directeur d'école très impliqué à Heidelberg, il montre bien voilà, ce qu'est tout l'engagement, enfin, notre capacité à agir dans une crise, voilà, et à essayer de surmonter la crise. Voilà, de rassurer les inquiétudes des parents, de rassurer les enfants, d'être attentifs à leur réussite, voilà, en parlant de ce mot d'inégalité, voilà, et en disant on ne va pas laisser des enfants sur le chemin. Moi, je trouve que c'est voilà, une parole de confiance et qui doit collectivement nous rassurer, et c'est à l'image de tous les professeurs des écoles de Montpellier qui sont pleinement investis pour essayer de prendre en charge du mieux possible les enfants. Alors juste, la question avait été posée par mail auparavant, et il y a une personne qui vient de la reposer. À cette situation-là s'ajoute de manière ponctuelle, voire annoncée en décembre, des phénomènes de grève, ponctuels ou partiels. Et les parents, alors je viens de voir passer, là je ne la retrouve plus, quelqu'un qui dit on a appris la veille pour le lendemain une grève. Comment est-ce qu'on s'organise entre parents? Et j'en rajoute une deuxième question de Poisson Bleu qui dit une question pour ne plus imposer le port du masque dans les crèches familiales et une question sur la possibilité de donner accès au prêt de livres dans les médiathèques. Alors, pour Poisson Bleu, le prêt de livres dans les médiathèques. D'abord, dans les écoles, les livres peuvent être prêtés aux enfants. Dans les médiathèques, je l'ai dit la semaine dernière, notre priorité a été de l'accès aux livres de nos aînés, c'est-à-dire de ceux qui sont bénéficiaires de l'âge d'or au CCAS. Et on a monté un partenariat avec la Poste pour que, quand ils empruntent un livre, le postier leur amène, ce qui permet de garder le lien social. Sur les médiathèques, toutes les ressources numériques sont en libre accès et on travaille, espérant quand même que le président de la République nous fera des bonnes nouvelles, nous annoncera des bonnes nouvelles demain, pour mettre en place aussi un système de prêt dans les médiathèques. C'est toujours rassurant de voir que les livres sont désirés. Bonne nouvelle. Sur cette question dont je mesure le problème pour les parents, ce sont les grèves. Les grèves qui sont souvent perlées d'une heure et qui déstabilisent le service de cantine. C'est un dossier compliqué, je le dis. Nous essayons de dialoguer avec les organisations syndicales qui déposent
des préavis qui font valoir un certain nombre d'arguments pour essayer de surmonter ce problème. Ça fait presque 3 ans que les parents d'élèves de Montpellier sont confrontés à cette tension-là, qui conduit parfois à des vrais problèmes d'organisation entre midi et 2. Nous envisageons de rendre possible, quand il y a ce type de grève, de faire comme à Lyon, c'est-à-dire que la possibilité que, quand il y a l'info, il y ait pique-nique. Je mesure bien que ce n'est pas satisfaisant. Nous espérons surmonter cette situation avec les organisations syndicales, mais elle a causé beaucoup de problèmes, ce type de grève, les années passées. Je sais que des familles m'ont témoigné que parfois ils avaient perdu leur travail. Et je pense qu'il y a des chemins de dialogue social à trouver, plutôt que ce grève perlée qui vient rajouter de la difficulté. Même si on peut entendre les difficultés d'un certain nombre d'agents. Dernier point sur le port du masque. Je le dis, nous avons évidemment, dès qu'on a appris que le port du masque était obligatoire pour les enfants dès 6 ans, c'est une décision nationale, donc elle s'impose à nous. On a livré des masques aux écoles publiques et privées sous contrat. Il n'est pas question de traiter de manière inégale les enfants de Montpellier selon l'école qu'ils fréquentent. Et nous avons eu des retours de parents et d'enfants qui ont dit « oui, mais moi, je suis en CM2, je suis un peu grand, et le masque ne va pas, donc on est en train de... » Enfin, on a commandé, on assurera une livraison de masques un petit peu plus grands qui correspondra pour les enfants qui ont 9, 10, 11 ans et pour qui le masque n'est pas agréable. Et donc, nous en fournirons 2 par famille. Ils sont lavables 10 fois et ça permet de faire des économies, notamment pour les familles montpelliéraines qui sont aux revenus modestes ou qui ont du mal à boucler les fins de mois, parce que nous savons que cette période est aussi une période très difficile socialement, très difficile. Alors, pour la prochaine fois où vous aurez la parole, une question de Nadia Nad, notamment sur la question des abords et de l'insécurité autour des écoles Ballard et Bolivar, une question sur est-ce qu'il va y avoir des forces de police ou pas. Et Madame Franck, on a une question notamment de Moussou Keita qui dit, mais on parle beaucoup des enfants, mais il y a aussi des enfants en situation de handicap en plus. Comment est-ce qu'ils gèrent ça? Je vous laisse répondre, mais avant ça, on a Olivier Bost en ligne. Monsieur Bost, vous êtes directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de l'Hérault. Et voilà, je vous vois, ça y est. Comment est-ce que vous réagissez à ce que vous avez vu depuis le début de cette émission sur les inquiétudes des parents, sur... on voit le témoignage de monsieur le directeur d'école qui se bagarre. Le maire vient de parler à l'instant de la difficulté et de l'enjeu qu'il y a à arriver à travailler ensemble. Vous avez, vous, le sentiment que ça se passe, je dirais, pas forcément bien, mais du mieux possible entre tous les différents services? Comment vous avez l'impression que ce deuxième confinement se passe, de votre point de vue? Bien, vous m'entendez? Oui, ça fonctionne. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Madame Franck. Bonsoir, Monsieur le maire. Oui, vous avez très bien résumé notre sentiment. À l'heure actuelle, nous avons l'impression, confirmée par la remontée que nous avons du terrain, que ça se passe au mieux, dans le meilleur des mondes possibles, comme pouvait le dire Voltaire. Pour mémoire, la ville de Montpellier représente globalement 25% des effectifs du département de l'Hérault, hein, et puis un peu moins de 20% du nombre d'écoles. Donc nous avons une attention, vous imaginez, tout à fait particulière pour la ville de Montpellier. Je dois dire que jusqu'ici, les services de l'État, les services d'éducation nationale et les services de la commune de Montpellier ont travaillé en parfaite intelligence, puisque nous tenons nos 2 services, hein, l'administration territoriale et l'administration de l'État, 2 objectifs essentiels. Le premier, c'est la mise en place du protocole sanitaire, ça a été largement développé dans votre émission, et puis le deuxième, ça a été un peu moins dit, c'est la mise en place de la continuité pédagogique. Donc sur le protocole sanitaire, c'est une compétence partagée entre nos écoles, nos fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État et puis les fonctionnaires de l'administration territoriale. Sur la continuité pédagogique, ça c'est de la responsabilité, puisqu'on est sur le pédagogique, sur de l'essentiel, de nos enseignants. Et lors du premier confinement, nous avons été contraints de développer dans l'urgence, et maintenant nous sommes plutôt bien rodés, des outils de travail à distance qui nous permettent, lorsque les élèves sont empêchés ou que les professeurs des écoles sont eux-mêmes empêchés,
de maintenir le lien entre les enseignants et les élèves, et puis surtout maintenir les apprentissages. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Une réaction, monsieur le maire? D'abord, dire aux familles qu'avec les services de l'académie, de monsieur Boss, monsieur Monique et le TASEN, on travaille de manière très concertée pour que nous puissions réussir cette mission que d'accueillir vos enfants. Voilà, on est dans cette période où il faut savoir faire bloc et on essaye au maximum d'être organisé. Par exemple, tout à l'heure, un parent disait « mais on ne sait pas si quelqu'un a été cas contact, etc. » Eh bien, précisément, tout a été fait à chaque fois que quelqu'un a été dépisté, positif, eh bien, il ne soit pas en situation d'exposer les autres personnels de l'école, ce qui pose d'ailleurs ces problèmes de remplacement, d'accompagnement. On a été là, de ce point de vue, également très coordonné. Sur peut-être la question de comment ça se passe pour les enfants handicapés, en situation de handicap, dans ce moment particulier, est-ce qu'il y a un enjeu à prioriser le suivi de la situation dans laquelle ils se trouvent? Comment on gère la situation? Pour parler du handicap, moi je vais plus vous parler du handicap que je connais, enfin de mes patients, c'est-à-dire plutôt le handicap cognitif ou en tout cas psychique, c'est-à-dire plutôt les enfants qui vont présenter des troubles du spectre de l'autisme, des troubles 10, des troubles donc qui ont besoin d'un certain accompagnement, on va dire habituellement, et qui sont notamment accompagnés par des AVS dans le cadre scolaire. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu quelques situations où, je dirais comme pour les autres postes dont on a parlé, des postes d'AVS qui n'étaient pas forcément pourvus, donc ça a compliqué les rentrées pour pas mal d'enfants dont on suit les situations. Donc ça, je dirais que c'est particulier. Après, il a fallu faire face aussi, c'est une préoccupation de beaucoup de parents, de savoir comment leurs enfants qui étaient en difficulté allaient gérer les règles sanitaires, notamment la distanciation, quand on sait que ce sont des enfants qui peuvent parfois avoir des comportements plutôt impulsifs, qui ont plus de difficultés à se contrôler, est-ce qu'ils vont réussir à respecter tout ça? Est-ce qu'ils vont réussir à garder le masque s'ils ont des particularités sensorielles et que ça les dérange? Tout ça, c'était tout un ensemble de questionnements, et je dirais que ça se passe autour de la question du masque, ça se passe finalement pas mal. Alors, on ne dira pas évidemment que c'est parfait, mais on sait bien que la perfection n'existe pas. On voit bien que chacun essaye de faire absolument de son mieux dans les écoles, etc. Je crois qu'il faut aussi faire retomber un peu la pression à certains niveaux. Le masque, il n'est pas toujours super bien porté. Ils vont le tripoter avec les mains, ils vont l'enlever, le remettre, etc. Mais on sait que finalement, ça empêche quand même, malgré tout, ça protège, quoi. Donc, il faut, je pense, quitter un objectif de perfection. Et je dirais que nos patients ont quand même plutôt bien géré les choses. Ce qui a peut-être été le plus compliqué, c'était le défaut parfois d'accompagnement ou d'attribution de postes d'AVS. Je ne sais pas si on a toujours M. Bost en ligne, mais on a eu une question de Marianne Petitbar sur le chat qui dit « Quel est l'impact du premier confinement sur le niveau scolaire des enfants? Quel accompagnement pour les enfants en difficulté? Les RASED sont insuffisants compte tenu du nombre d'enfants en difficulté. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour assurer la réussite de l'éducation ?» Alors, l'impact du premier confinement est actuellement à l'étude. Ces études, elles reposent essentiellement sur l'analyse des évaluations CP-CE1 et 6e qui ont été conduites au cours de la première période de la présente année scolaire. En gros, elles montrent, ces études, qu'effectivement, il y a un retard dans les apprentissages de certains fondamentaux en CE1 et un petit peu en CP, puisque évidemment l'année 2019-2020 a été plus écourtée. En revanche, et c'est intéressant de le noter, en 6e, sur les fondamentaux et en particulier en mathématiques, on a une augmentation des performances des élèves. Et donc, la DEP, la direction de l'évaluation de la prospective du ministère, est en train de s'interroger sur de mettre en place des hypothèses qui permettraient de comprendre pourquoi on a ces écarts-là. Il y en a plusieurs, par exemple le fait que justement sur le travail à distance, on se soit centré sur les fondamentaux, sur le français et les mathématiques, ferait, je mets un conditionnel, que les résultats en 6e sont meilleurs que ce qui était attendu. Voilà. Pour le CP et le CE1, à l'évidence, l'essentiel c'est la lecture et l'écriture, et là la période de confinement a généré
un retard, hein, je ne dis pas un recul, mais un retard, comme l'a dit M. Barbera, le directeur de Heidelberg, le retard qui est en train d'être largement rattrapé. Merci beaucoup. Alors, on s'achemine vers la fin de cette émission et on pouvait difficilement faire dans la ville de Montpellier un direct sur ces enjeux d'éducation et d'enseignement sans évidemment parler de la situation des étudiants. Il y a 21 000 étudiants juste à l'université et il y a énormément d'écoles en plus à côté. Donc on est allé demander à certains d'étudiants en première, deuxième, troisième année comment ils vivaient la situation. Je vous propose de découvrir tout de suite ce qu'ils nous ont dit. Ouais, ça affecte forcément mon état, ça me fait perdre un peu confiance en moi dans mes projets, enfin, je me sens plus forcément valorisée. Je suis assez inquiète de comment moi je vais réussir à rattraper ça. Enfin, il y a aussi une espèce de sensation d'urgence, de beaucoup de mal à me projeter ouais, dans mon avenir. Il faut doubler encore plus d'énergie pour créer, pour avoir l'envie de continuer, quoi. J'ai un job en intérim et à cause du confinement, j'arrive plus à travailler régulièrement comme je faisais auparavant. Psychologiquement, ça me fait beaucoup réfléchir puisque je suis étudiant international, je suis étudiant étranger à Montpellier. J'ai un loyer à payer, j'ai pas la famille ici qui m'envoie de l'argent, donc il faut que je paie mon loyer, il faut que je vis et tout ça. Du coup, ça me fait réfléchir. Mettre mes études de côté et avoir de l'argent, j'envisage cela aussi. C'est d'abord être stable et après les études. C'est pas les études avant. Je veux pas étudier le ventre affamé. Je suis dans une chambre de 10-11 mètres carrés, donc c'est compliqué de passer toutes les journées dedans sans pouvoir vraiment sortir. Déjà, la licence que je fais, c'est pas une licence qui me plaît énormément. Le fait d'être enfermé chez moi, de ne pas pouvoir sortir et d'être sur un ordinateur toute la journée, je ne peux pas se cacher, moi je suis en plein décrochage. Je veux dire, quand j'étais en présentiel, à la fac, c'était beaucoup mieux. Là, d'être dans ma chambre tout seul, c'est compliqué quoi, de se concentrer, de se dire, bon, ben, je vais rester 3 heures sur un ordinateur, c'est pas kiffant, quoi. Moi, du coup, j'ai eu le Covid, du coup, j'ai été confinée strictement pendant 10 jours. Et j'ai de la chance parce que ma cité universitaire s'est vachement mobilisée pour pas me laisser me sentir seule. Je devais envoyer un message chaque jour à ma directrice pour lui dire comment j'allais. Elle a tout fait pour que je me sente pas du tout exclue. J'avais des repas du coup qui étaient livrés devant ma porte. J'ai reçu plein de petits messages pour me dire bon rétablissement, j'espère que ça va vite se passer et tout. Donc même si le 10 mètres carrés c'est petit, je sais que tout ce qu'on a autour c'est quand même pas mal. Avec ma famille, il y a des hauts et des bas. Franchement, je peux pas en dire plus. Des fois ça va, des fois ça va pas. Mais je préfère être chez moi avec ma mère, avec mon frère, avoir de la présence qu'être toute seule dans mon appart. Donc ça fait quand même des liens sociaux avec qui discuter, parce que si j'étais toute seule, on parlera avec personne, quoi. Donc ça sera encore plus dur. Moi, je suis déjà de la région parisienne de base, donc je me suis installé depuis début septembre à Montpellier. Donc c'est vrai que je me sens parfois seul. J'aimerais bien savoir en gros, le maire, qu'est-ce qu'il peut faire pour que les étudiants se sentent un peu plus en sécurité, un peu plus moins seuls en gros, par rapport à la situation qu'on vit tous en fait. Monsieur le maire. Oui, avant de répondre à cet étudiant en géographie, je ne voudrais pas esquiver la question des enjeux de sécurité aux abords des écoles primaires, puisqu'il y fait référence à l'école Bala. Je vais le dire, permettez-moi d'exprimer d'abord ma sidération et mon état de révolte quand j'apprends que 2 parents qui vont chercher des enfants règlent leurs différends à coups de couteau devant les enfants. Moi, je veux bien qu'on en appelle à la responsabilité des uns, des autres, faire ci, il faut faire ça. Mais être parent, c'est aussi être vigilant dans ces rapports et au sus des enfants. Alors, une fois que j'ai dit ça, est-ce que ça règle le problème? Loin de là. Nous sommes exposés devant les écoles à des situations qui ne sont pas acceptables. La première, c'est la violence routière. Il y a en ce moment un enfant, Julio, qui est entre la vie et la mort suite à un accident. Et donc nous allons intervenir là-dessus et sur l'ensemble des écoles pour travailler sur le chemin des écoliers, pour qu'on puisse aller à pied, en vélo,
à l'école parce que ça participe, madame, j'ai la conviction, de la construction de l'imaginaire des enfants, de l'activité physique, de leur apaisement, plutôt que d'être posés en voiture, quasi exposés au stress des grands. Deuxièmement, nous allons renforcer les présences d'adultes, j'en parlerai dans quelques semaines, aux heures d'entrée et de sortie des élèves, qui ne doit pas être une présence qui doit être intimidante pour les enfants, mais qui doit être une présence bienveillante. Et en mettant davantage d'adultes à l'entrée des écoles, ça doit participer à l'apaisement auquel ont droit tous les enfants, qu'ils soient dans l'école ou en dehors de l'école. Et je ne méconnais pas les problèmes qui se posent. C'est Nadia, pardon, Nadia Nad, qui est parent d'élèves, qui est connue dans le débat public à Montpellier sur les enjeux de sécurité, sur le quartier du bas de la Paillade, où il y a eu des actes qui sont inacceptables et pour lesquels nous devons faire bloc, comme quand cet été, une école a été vandalisée par des voyous, et je tiens à remercier les parents d'élèves qui sont mobilisés en disant on ne touche pas à l'école. L'école, c'est un espace qui doit avoir une valeur sacrée, je le dis en tant que tel, qui ne doit pas être exposé aux tensions, aux violences des adultes. Et je précise que systématiquement, nous portons plainte, et chaque fois qu'un enseignant se fera lui-même, ou un adulte lui-même exposé à des formes d'irrespect, nous serons partie civile à leur côté, parce que c'est aussi un enjeu du point de vue de l'autorité. Alors je reviens à notre étudiant de géographie. Que faire pour se sentir moins seul? D'abord, je crois qu'on partage tous ce sentiment que avoir 20 ans en 2020 n'est pas chose simple, que mener sa première année, ses études supérieures, c'est pas chose simple dans ce contexte-là. Et il faut espérer que rapidement les choses s'améliorent. Et je le dis, nos efforts collectifs du confinement, du masque et de l'ensemble de nos règles permettent sur Montpellier d'avoir une situation sanitaire qui est beaucoup moins pire que ce qu'on a connu il y a 3 semaines. Alors est-ce qu'elle est optimum au point que le président de la République annonce des choses fortes demain? Je l'espère, j'espère la réouverture des commerces, j'espère que ça pourra aller mieux pour que les étudiants puissent retrouver le chemin des amphithéâtres et des salles de TD, mais cette décision appartient au président. Nous, je veux le dire, s'il y a des étudiants qui sont en situation de mal-être, et c'est tellement normal d'avoir une forme de spleen, de blues, il existe une cellule d'écoute téléphonique avec laquelle vous pouvez dialoguer, je vais en donner son numéro, le 04 23 16 60 20, on la fera apparaître sur le site internet de la ville. Et il n'y a pas de honte ou de pudeur à avoir pour demander un coup de main. Il y a beaucoup d'entraide entre étudiants. Il y a beaucoup de solidarité en direction des étudiants qui se déploient. Mais quand on se sent seul, quand on se sent en difficulté, il n'y a pas de honte à demander un coup de main, à demander un peu de bienveillance. Voilà, parce que cette situation, elle est éprouvante. Donc cette cellule, elle est là, c'est Madame Neuville que je salue, qui en assure la coordination, 04 23 16 60 20. Et l'ensemble des autorités universitaires s'efforcent d'être mobilisées. Et de la même manière, on a rendu hommage aux enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui assurent, comme c'était décrit, le mail chaque jour pour prendre des nouvelles. Voilà, c'est important. Nous vivons un épisode qui quand même nous oblige les uns les autres à nous adapter, à faire preuve de solidarité, à faire preuve de bienveillance. Et nous devons espérer, que nous allons en voir le bout du tunnel par nos efforts, casser la chaîne virale d'une part, c'est ce que dira peut-être le président de la République demain, et puis fonder nos espoirs sur ces annonces du vaccin qui se profilent. Et la ville de Montpellier travaille aujourd'hui à préparer le plan de vaccination quand celui-ci sera disponible. Et espérons-le que cette histoire sera le moment venu, un mauvais souvenir où nous dirons nous l'avons vécu et sera un mauvais souvenir. Merci beaucoup. Alors on est à la fin de ce direct. Peut-être juste, parce qu'il y a eu plusieurs questions, Madame Franck, est-ce qu'on doit craindre des séquelles pour nos enfants de cette situation-là de tension, quel que soit leur âge, hein? On voit que la difficulté, elle concerne aussi les enfants plus âgés.
Comment on va sortir psychologiquement de cette situation-là? Alors c'est un peu compliqué comme question. C'est vrai qu'il y avait des données sur des confinements qu'il y avait eu dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, où ils avaient pu montrer qu'il y avait eu des stress post-traumatiques chez les enfants et les adolescents qui étaient confrontés au confinement. Après, on sait que ça va beaucoup dépendre du vécu de l'environnement. Enfin, c'est un peu, c'est-à-dire beaucoup dépendre du vécu des parents, comment les parents ont pu passer ça. Est-ce qu'il y a eu, des personnes touchées gravement dans les familles? Est-ce qu'il y a eu des conséquences financières? Je crois que là, on n'a pas vu encore. Finalement, nous, on a vu une partie des choses depuis notre service, mais on sait que la vague psychiatrique sur les adultes est en train de passer. On va dire que c'est quelque chose qui a été un peu mis de côté au départ, mais qui a beaucoup, notamment par rapport à la détresse sociale, à la détresse, à l'isolement, etc. Il y a des conséquences qui sont vraiment en train d'être complètement reconnues et prises en compte aujourd'hui par le ministère au niveau psychiatrique sur les parents, sur les adultes. Mais on sait bien que les enfants vivent avec leurs parents et donc on peut bien imaginer que, voilà, que ça pourra avoir des conséquences aussi sur les enfants. On n'a encore rien vu, on va dire, on n'a pas de... sur cette dimension-là, enfin on a vu quelques éléments, mais on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner. Je pense que ça va énormément dépendre des situations. Le fait d'avoir pu retourner à l'école, c'est quand même un facteur positif dans cette histoire, parce que ça permet quand même, voilà, même si ce n'est pas comme avant exactement, ça permet quand même quelque chose, d'une continuité de leur vie d'enfant. Et voilà, donc on n'a pas complètement la réponse à cette question. Merci beaucoup. Peut-être le dernier mot pour vous, Michael Delafosse. C'est la deuxième émission. Il y en aura une la semaine prochaine sur les enjeux de commerce, d'économie. Une la semaine d'après sur les questions de solidarité. Peut-être, on a entendu aujourd'hui beaucoup de choses. On a vu que les enfants s'adaptaient de manière remarquable, que l'éducation nationale s'adaptait de manière très très réactive, que vous faisiez aussi preuve d'énormément d'adaptation. En dehors de la catastrophe qu'on vit aussi au quotidien, qu'est-ce qu'il y a à garder des moments qu'on traverse? Mais je crois justement c'est cette énergie de mobilisation pour essayer, enfin là je le dis avec beaucoup de gravité, enfin, la prise de conscience qu'il fallait absolument que l'école tienne dans cette crise. Il n'y aurait rien eu de pire qu'un confinement qui prive les enfants de la relation à leurs professeurs, de la relation aussi à leurs copains. Hein, parce qu'on voit là, pour les étudiants qui ont 18-19 ans, ils peuvent moins interagir. C'est essentiel dans la construction des enfants. Et que, voilà, on est dans un épisode qui, je le dis un peu en plaisant, moi je commence mon mandat de maire, waouh, ça nous met en... voilà, mais il faut que nous fassions preuve de responsabilité, de mobilisation. Nous devons construire un rapport bienveillant avec nos enfants, exigeant dans leur progression scolaire, c'est le prof qui parle, mais bienveillant. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait pu voir et entendre beaucoup d'acteurs qui étaient mobilisés, les professeurs, des parents qui eux-mêmes, dans leur propre relation, faisaient part de leur mobilisation, c'est quand même une très bonne chose. Voilà, et je le dis, je voudrais faire référence à ce que disaient les enfants au début. Finalement, nous, on essaye d'agir pour eux. Voilà, et il faut les tenir toujours, madame, je crois, loin des crises, loin des violences du monde, loin des tensions du monde, même s'il faut toujours savoir, avec eux, poser des mots sur les réalités du monde. Mais on doit être très protecteur des enfants pour favoriser leur réussite. En tout cas, en tant que maire, j'y mettrai toute mon énergie parce que je pense que vraiment, il n'y a pas de secret, hein. C'est l'avenir et il faut que ces enfants puissent avoir leur rêve d'enfant, parce que tout âge de la vie offre sa part de rêve, mais quand on a moins de 10 ans, le temps est plus au rêve que à ces problèmes de grands qui sont préoccupants, mais que nous devons régler et surmonter pour eux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, madame Franck. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à 18 h lundi. Et n'hésitez pas d'ici là à poser toutes les questions que vous avez en tête. Alors on parlera des questions de commerce et d'économie, mais vous pouvez poser des questions sur tous les sujets. Il n'y a pas de restriction. Si vous avez une préoccupation, n'hésitez pas sur le site de la ville. À bientôt et bonne semaine à vous.